11% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Bridgestone. Alors est-ce que c'est 11% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Bridgestone. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va regarder la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu à sa valorisation. Et en troisième et à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas ni conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement en une analyse quantitative et qualitative d'une entreprise. Aujourd'hui, on va parler de Bridgestone, donc c'est bien de consommation durable, donc de la vente de pneus. Donc je vous ai fait une vidéo sur Michelin il n'y a pas longtemps, donc, où je vous présentais la compagnie. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu s'intéresser à ses concurrents. Donc Bridgestone, qui est donc le premier concurrent de Michelin, qui a été premier à un moment, était premier du marché pneumatique mondial pendant un certain moment, et qui aujourd'hui, depuis 2019 ou 2020, là on le voit à ce niveau-là. Donc Bridgestone est devenu le deuxième fabricant mondial avec un chiffre d'affaires qui était inférieur à celui de Michelin. Et ensuite vous avez tous les autres constructeurs avec Dunlop, Continental, Goodyear, Pirelli. Et ensuite je ne connais pas les autres, mais en tout cas on sait que c'est toujours intéressant. Et ça c'était donc en 2021. Donc cette entreprise, aujourd'hui sa valorisation, on est à peu près sur 4 milliards de yens japonais, un rendement du dividende à 30% et un ratio prix gain à 11. Donc en termes de compte de résultat, on devrait avoir une augmentation, effectivement, on voit que c'est assez intéressant. En termes de dépenses d'exploitation, on voit qu'on est quand même sur une pente ascendante, on voit qu'on les a augmentées de manière significative. Ici on voit que forcément ça augmente, mais en tout cas ça augmente pas forcément aussi élevé que le revenu total. En termes de coût de marchandises, on voit que ça a augmenté de manière significative, donc ça on le sait, en tout cas en l'ayant vu sur Michelin, le coût des marchandises va être là où ces entreprises vont payer le plus. Maintenant on va aller regarder un petit peu par rapport à ça, sa marge opérationnelle. On voit que sa marge opérationnelle, elle par contre diminue. Sa marge brute est quand même beaucoup plus importante que celle de Michelin, et en tout cas est en diminution comme Michelin, effectivement. En termes de marge nette, on arrive à peu près sur le même niveau de marge nette Michelin, et en termes de rendement des capitaux propres et du capital investi, on est à peu près sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire à peu près un rendement de 2 chiffres à 10%, voire un tout petit peu moins. On est sur une entreprise qui verse un dividende et qui est en moyenne assez constant, et même qui augmente dans le temps. On a un ratio de paiement qui est à peu près à 40%, 35%, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la même chose que Michelin en termes de bilan et en termes d'equity. Donc on arrive sur 5000 JPI et c'est à peu près sur 6000. Donc en total equity, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on a nous dans notre passif? Parce qu'on voit quand même qu'on a de la dette. En termes de passif actuel, est-ce qu'on a de la dette à court terme? Oui. On a des créances clients, et ensuite on a pas mal, voire quand même un petit peu moins de provisions pour risque, même si ça représente quand même à peu près la moitié de la dette à long terme. On va aller le voir ici, voilà, revenu hors exploitation, charge d'intérêt sur la dette, on est à peu près sur 8 pour 118 de bénéfices d'exploitation, ce qui nous fait à peu près, comme pour Michelin, un 7 à 8%, ce qui me semble tout à fait correct. On va aller comparer maintenant les bénéfices nets, donc les revenus nets, avec le free cash flow annuel. On voit que le free cash flow a tendance à être inférieur au revenu net, ce qui est tout à fait normal. On l'a vu sur Michelin, on l'a vu sur pas mal d'entreprises. En 2020, effectivement, le fonds de roulement qui était positif, ça aussi on l'a vu. Par contre en 2022, elle a pu être positif avec un fonds de roulement qui était bien moins important que celui de Michelin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle a été plus efficiente? Ça, on va aller essayer de comprendre. Maintenant on va aller regarder un petit peu ses dépenses d'immobilisation. On voit que elle est sur des dépenses d'immobilisation qui représentent à peu près pareil. On est sur entre 30 et 35 et plutôt 40% de dépenses d'investissement. Donc elle, on voit pas réellement sa dépense de maintenance. On va aller essayer de la calculer en prenant la dépréciation et l'amortissement, et ensuite en lui ajoutant les dépenses d'immobilisation. On voit que les dépenses d'immobilisation sont moins importantes que la dépréciation cumulée. Donc ça, il faudrait savoir pourquoi. Est-ce que l'entreprise a pour but d'être plus efficiente? Est-ce qu'elle n'a pas d'obligation de décarboner son industrie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, parce que Michelin, elle, par exemple, a des dépenses d'immobilisation bien plus importantes que sa dépréciation. Pourquoi? Parce qu'elle a un objectif de croissance. Si aujourd'hui vous avez des dépenses d'investissement inférieures à votre dépréciation, c'est que soit vous n'avez plus de croissance dans votre marché et du coup vous n'investissez pratiquement plus et vous faites seulement de l'entretien de vos machines, ou sinon c'est parce que vous avez réussi à dépenser moins en étant tout aussi efficient, voire beaucoup plus. Et donc maintenant, ça il faudrait le savoir et comprendre pourquoi. On va le voir ici à peu près dans les résultats financiers.
On le voit voilà ici, donc on a à peu près une baisse au niveau des États-Unis, du Nord-Amérique et de l'Europe. On a à peu près une augmentation ici du Nord-Amérique pour la demande sur à peu près la même période. Donc là après il faut un petit peu regarder qu'est-ce que c'est un demande PS, et là demande PS 18 inch, donc il faudrait voir un petit peu à quoi ça représente. On voit qu'ils nous disent que expect slower recovery for the year, donc ils espèrent qu'en 2023 il y aurait potentiellement un recovery des volumes, ou en tout cas de ce qu'ils pensent vendre, et on le voit en tout cas pour le H1. Voilà, ça c'est important. Inventory level remain lower than previous year standard with dealer tending to reduce distribute inventory, qui reflète donc l'économie qui baisse en fait. Voilà. Donc on nous dit qu'on a une baisse de nos volumes, on a une baisse de nos inventaires, étant donné qu'on sait qu'il va y avoir des baisses de la demande économique. Ça nous montre effectivement voilà, le déclin de la distribution et de l'inventaire des conditions. On est à peu près sur un inventaire qui ressemble à 80% par rapport à l'année dernière. Moins qu'en auguste par rapport au début d'année où ils pensaient avoir un recovery sur la fin de l'année, où ils s'étaient dit on va augmenter les stocks. Aujourd'hui, ils continuent à baisser leurs stocks en se disant voilà, on sait que voilà, ici on le voit ici, Auguste annoncement, on a pensé que ça allait augmenter, et au final ça a plus baissé que ce qu'ils pensaient. Donc le management s'est trompé. Donc aujourd'hui, ils nous disent qu'ils vont baisser les inventaires pour pouvoir faire face à ce problème-là. Maintenant, est-ce qu'ils nous parlent des marges ou de choses intéressantes comme ça? Non, ça n'a pas là le cas. En tout cas, sale volume, on voit que janvier, septembre result et forecast forecast. On pensait avoir potentiellement des volumes qui devaient augmenter un peu plus. Au final, c'est pas le cas. On voit qu'on est sur 105, et market share, on était sur 100, on est à 110 ou 106 et 110. Ça, c'est normal. On a forcément une augmentation price mix comme ce qu'il a pu avoir. Sales volume, on voit qu'ultra large et large, on voit que c'est le cas. Ça a baissé. En termes de marge, on voit qu'on a eu une baisse de notre marge. Adjusted operating profit, on voit que ça a augmenté. Maintenant, on nous dit ici, on a des négatifs impacts sur le coût des matières premières et à cause de l'inflation et énergie, etc. Et donc, on le voit avec une augmentation au price sales mix. Donc ça, voilà, on est à peu près sur le même type d'augmentation pour avoir des revenus et un adjusting operating profit qui augmente. Donc on est à peu près sur 6% d'augmentation de notre profit et 7% d'augmentation de notre revenu, même si on a une marge qui a baissé. On le voit ici, bah là, ils nous expliquent pas forcément pourquoi est-ce que la marge a baissé. Ensuite, ils nous disent qu'ils sont confiants sur à peu près, voilà, pas de changement sur ce qu'ils ont annoncé en février 2023 sur la guidance 2023, c'est-à-dire une baisse des volumes avec une augmentation des prix, et qui donc pourrait avoir voilà, ici on nous dit strong Bridgestone capacity of adapting to change. Donc ils essayent d'être assez agiles pour pouvoir répondre à la demande mondiale si elle baisse, ajuster leur capacité de production, ajuster leur inventaire. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant quand un management vous explique que aujourd'hui on s'attend à une baisse dans notre marché conjoncturel et que donc on va devoir baisser notre production et qu'ils y arrivent. C'est intéressant, c'est-à-dire que le management fait les bons choix stratégiques, peut-être court terme, on va avoir des pertes plus importantes en termes de volume, en termes de prix, etc. Mais en termes de long terme, au final, on aura réussi à se sortir de cette mauvaise passe pour pouvoir aller reproduire peut-être l'année prochaine et revoir une augmentation, une recovery des volumes, et donc être beaucoup mieux positionné. On va regarder un petit peu la valorisation de l'entreprise. En moyenne, on était à peu près sur voilà, 12, 13, ratio court-bénéfice. On a un total d'actions qui diminue, c'est-à-dire que voilà, on a une politique de retour aux actionnaires qui est assez intéressante sur cette entreprise, beaucoup plus que sur Michelin, en tout cas avec le total d'actions ordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez un rendement qui est moins important sur Bridgestone que sur Michelin, étant donné qu'elle est un tout petit peu plus valorisée que Michelin. On est à peu près sur 2 points de plus de base en termes de PER. Et par rapport au ratio court-bénéfice, on est sur 7, donc un tout petit peu plus. Et on voit que en moyenne, sur les dernières années, le ratio court-bénéfice était à peu près au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui à aller investir sur cette entreprise, sauf si vous pensez qu'il y a une croissance inattendue ou autre chose, parce qu'aujourd'hui vous l'achetez sur les ratios court-bénéfice historiques, voire un tout petit peu plus bas, c'est-à-dire que vous l'achetez techniquement à son juste prix. Qu'est-ce que je pense moi en tout cas de cette entreprise? Personnellement, je préfère Michelin, étant investi sur Michelin et ayant un intérêt à être sur le PEA. Si on a une entreprise qui est à peu près du même niveau, qui donc a les marges à peu près du même niveau, qui ont donc les mêmes
problèmes sectoriels et donc les mêmes problèmes en soi, et ben, techniquement, l'entreprise qui serait le plus intéressante à aller investir, ce serait Michelin, même si aujourd'hui la politique de retour aux actionnaires est moins intéressante parce que Michelin va faire plus d'investissements que Bridgestone et donc potentiellement va pouvoir être